Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Laura au micro, a.k.a. as known as, la fondatrice de Colon 5, une petite boutique de broderie que vous pouvez retrouver en ligne. Laura nous explique ses différents déménagements entre côte Est et côte Ouest des États-Unis, mais aussi ce que c'est que d'être entrepreneuse en étant en même temps full-time mom. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Laura! Salut Cindy! Merci de prendre un peu de temps pendant le rush de Noël pour venir me parler. Merci à toi de me recevoir sur ton podcast. Après de longs échanges, on arrive enfin et c'est la période la plus chargée pour toi, donc je suis très honorée. Merci beaucoup. Moi aussi. Écoute, j'aimerais bien que on démarre avec des présentations, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord. Alors, je m'appelle Laura, je suis lyonnaise au départ. J'habite aux États-Unis et ma famille est composée de mon mari Simon depuis très longtemps maintenant. Notre petit garçon Arthur qui a 21 mois aujourd'hui. Ouh, bravo! Pour la fête des Lumières en plus, aujourd'hui, non? Oh, trop bien! Alors, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite rétro française, à savoir un peu comment tu as rencontré ton mari, par exemple, et ce qui vous a fait venir aux États-Unis. D'accord. Alors, on s'est rencontrés au lycée. C'est pour ça que je te disais, ça fait longtemps qu'il est dans ma vie. On s'est rencontrés au lycée, on avait des copains en commun. Pas du tout le coup de foudre. Pour la petite anecdote, on est quand même partis en voyage scolaire dans le même bus la même année et on n'a aucun souvenir l'un et l'autre qu'on était dans ce voyage. Donc on peut pas parler de coup de foudre, mais en tout cas on se connaît depuis cette période-là. Et puis quand on a eu 23 ans pour lui, il était en dernière année d'école d'ingénieur, il avait besoin de faire un stage et il a décidé de partir dans un pays anglophone et il a atterri dans la région de San Francisco dans une petite start-up. Moi, j'étais en France à cette époque. Je finissais mon master de neuropsychologie dans la région lyonnaise. Donc, il est parti 8 mois. Ensuite, moi, je suis allée le voir 2 fois en voyage. C'était très sympa. On a fait des road trips, le Grand Ouest. Donc, j'en ai pris plein les yeux. Ça, c'était en 2012. Ouais. Et puis, il est rentré en France et il a décidé de continuer à travailler avec cette entreprise, mais donc en télétravail, donc auto-entrepreneur en France. Le temps que je termine mon master et le temps qu'il fasse germer cette petite idée de repartir ensemble pour de bon. Moi, j'étais pas très chaud au début. Je viens pas d'une famille de grands voyageurs ou de curieux, donc moi, la France, ça m'allait très bien. J'avais pas envie de plus. Là où lui, il avait, il y avait déjà vécu 8 mois, donc forcément, il avait envie, il avait une vision, des États-Unis qui était différente de la mienne. Ouais. Et puis, il était persuadé que ça allait me plaire et qu'il y avait quelque chose à faire. Okay. Donc, en octobre 2013, il m'a convaincue et on est partis à 2. Donc, à l'époque, chacun avec son visa, parce qu'on a besoin d'un visa donc pour les États-Unis. Lui, il a eu un visa de travail. Et moi, je suis partie, j'avais pas envie de faire des papiers, de mariage, tout ça. Enfin, on n'était pas du tout là-dedans. Et donc, moi, je suis partie avec un visa étudiant, puisqu'on a trouvé une école d'anglais. À l'époque, je parlais pas du tout anglais. Donc, du coup, ça m'a permis, en fait, déjà, d'apprendre une langue et d'avoir un visa tout le temps où je restais avec cette école d'anglais. Donc, on est parti comme ça. Mais parce que tu me disais que tu es en master neurosciences, c'est ça? Neuropsychologie. Mais alors, pardon, neuropsychologie, mais tu peux le traduire là-bas? Je pouvais pas le traduire parce que il me manquait 1 ou 2 ans, je crois, et il me manquait aussi des certifications, en fait, parce que le master de neuropsychologie aux États-Unis, c'est un des plus difficiles à obtenir. Of course. Voilà, forcément. Et puis tu vois, en ne parlant pas la langue, je me voyais pas du tout intégrer le monde du travail là-bas directement. J'avais besoin de passer par cette étape d'apprendre la langue et d'avoir quelque part un visa un peu facile parce que dans ma tête, c'était vraiment une sorte de voyage un peu prolongé. Une parenthèse qui devait durer 1 année. Oui, voilà. Voilà. Tu es parti pour 2 ans max, quoi. Exactement. Tu vois vraiment le truc, t'as 23, 24 ans, c'est juste du fun.
Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de... Donc, je suis restée dans cette école 6 mois et demi à peu près. Ok. Et j'avais plus envie de partir. Le traquenard Voilà. américain. Mais le problème, c'est qu'il faut, il fallait un visa pour rester. Donc, il fallait à nouveau retrouver un peu, une solution pour rester. Ok. Et donc, qu'est-ce que fait Simon? Je sens la suite logique. Écoute, figure-toi qu'on parle toujours pas de se marier. C'est vrai? Trop Ah, bien. en fait, je sais que c'est un peu, un peu atypique parce que souvent, on n'a pas le choix, c'est une solution facile et rapide de se marier, et ce que je respecte tout à fait, mais c'est vrai que moi, je m'étais dit, ok, on épuise vraiment toutes les solutions qu'on a et on se garde cette grande étape de couple qui est le mariage pour vraiment en dehors de papier, quoi, en dehors d'administration, vraiment quelque chose de très spontané et qui n'ait pas de lien avec cette petite parenthèse américaine, quoi. Ok. Voilà, c'était un peu l'esprit. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée démarcher... du coup, je parlais mieux anglais au bout de 6 mois. Et je suis allée démarcher l'université de Californie San Francisco qui avait un programme, en fait, de neuropsychologie. D'accord. De recherche, par contre, c'était pas au contact de patients directs comme on pourrait penser un psychologue à l'hôpital en France. C'était dans le cadre de recherche. Donc, ils avaient un programme de stagiaires, chercheurs du monde entier qui pouvaient venir assister à leurs recherches, travailler avec eux en échange d'un visa. C'était très très bien. La seule chose qu'il fallait faire attention, c'est qu'on n'était pas rémunéré. Oui. Donc, il fallait un peu qu'on s'assure qu'on était capable, avec du coup financièrement, de pouvoir rester à San Francisco, qui est quand même une région extrêmement chère. La plus chère, hein. Tu peux le dire, hein. Je me demande, je crois que c'est... Je pense que c'est la plus chère par rapport à New York, hein. Sûrement, ouais. Donc voilà, il y avait cette contrainte-là. Et donc l'avantage de ce visa, donc qui est un visa J1, donc il y a une multitude de J1, mais en tout cas ça encadre tout ce qui est stagiaire de recherche. C'était valable 5 ans, renouvelable. Donc vraiment... Trop bien. Ouais. Enfin, tu t'es pas payé pendant 5 ans, mais c'est pas mal, ça te permet de rester sur le territoire, quoi. C'est ça. Et puis au bout d'1 an et demi, ils ont trouvé une solution pour me rémunérer, donc tu vois, c'était cool. Mais l'idéal, quoi. Voilà. Et ça permettait de garder le mariage à un autre moment dans nos vies. Ok. Et donc, du coup, pendant combien de temps vous restez dans cette situation-là ? On reste jusqu'à ce qu'on décide, en fait, de partir à San Francisco. J'ai arrêté mon visa. Alors, pour plusieurs raisons. J'avais un peu... Tu veux dire pour partir à Boston, non ? Pour partir à Boston, ouais. Mais on l'a décidé, voilà. C'était pas une histoire de visa. C'est nous qui avons pris la décision d'arrêter tout ça. Ah ouais. Ouais, on avait envie de voir ailleurs. Mais la neige. On a un peu du mal à rester au même endroit. Tu vois, on a un peu la bougeotte et on avait envie d'aller voir autre chose. Ça faisait 4 ans, je pense, qu'on était à San Francisco. Et on a commencé par être dans la ville et ensuite on a rapidement déménagé dans la baie. Et c'est vrai que la baie, c'est une région qui est très agréable. C'est moche. Ouais, alors, on peut en parler. C'est une des raisons qui nous a fait bouger à Boston. C'est vrai que la nature est quand même... Mais ça fait très... parce en fait, Mac, avant d'accepter Los Angeles, il avait accepté une offre à San Francisco. Comment ça s'appelle ? Redwood City. Ah ouais, en plein cœur, quoi. Et autant te dire que pour l'avoir visité, Redwood City, ça fait un peu ville Disney toute nouvelle où il n'y a pas de musée, il y a pas de... Il y a un cinéma, mais c'est pas un truc indépendant. Enfin, tu sens que c'est pas Berkeley, quoi. Mais justement, c'est ce que tu pointes, c'est c'est une des raisons pour lesquelles on avait vraiment marre de la baie. On trouvait qu'il y avait rien à faire. Du coup, en étant un jeune couple sans enfants, parce que c'est une région très orientée sur la famille aussi, on s'ennuyait, quoi. On en avait un petit peu marre. On habitait à 20 minutes de San Francisco. On travaillait tous les deux à San Francisco. Donc, si tu veux, le week-end dans la baie. Et au final, on était toujours en rando à droite à gauche. Donc ouais, on en a eu marre. Alors, pourquoi Boston ? Alors, je vais te reprendre un peu en arrière. En 2017, on décide finalement de se marier, mais vraiment parce qu'on en avait envie et pas parce qu'on avait des pressions de papier ou de visa. Et donc, on s'est fait un mariage civil à la mairie de San Francisco, qui est magnifique à l'intérieur. C'est vraiment un lieu, je crois qu'on est tombé sous le charme du lieu avant tout. Okay. On a fait ça et le lendemain, on est parti en petite lune de miel organisée par surprise par Simon et ça incluait New York et Boston. Donc, trop bien. Au mois de mars, donc il faisait
hyper froid. Il y avait de la neige, je crois qu'il était -14 à Boston. Et malgré tout ça, on s'est dit, mais ça serait super. En fait, ouais, non, mais c'est super charmant, Boston. c'est Super ça, charmant. c'est clairement, je pense que ce qui nous a plu, ça a été aussi la taille de la ville, parce qu'on pouvait, si on décidait d'être en centre-ville, on pouvait vraiment vivre sans voiture, vraiment à l'européenne, et je crois que c'est ce qui nous a charmé par-dessus. Ils ont un bon système de métro aussi, hein. Ils ont un bon système de métro, et puis tu as, voilà, cette ambiance un peu New England, de petites briques, de forêts, l'océan à proximité. Donc, je crois que voilà. C'est très vert, il y a beaucoup de parcs, l'architecture est super mignonne. Non, non. On fait un coucou à Anne Fleur d'ailleurs. Donc, voilà. En fait, oui, c'est sûr que ça a été quelque chose qui nous a plu au départ cet hiver, et puis bon, on en est un peu revenu. Mais voilà, j'ai envie de voir autre chose, et puis c'est vrai qu'on voyait aussi cette proximité qu'on avait avec l'Europe. Si on avait besoin de rentrer, on a pu se permettre de rentrer pour des week-ends de 3-4 jours pour des gros événements familiaux, chose que quand on habite sur la côte ouest, c'est quand même plus compliqué. Du moins, il faut s'organiser différemment, il faut avoir plus le temps, quoi. Oui. Et alors, comment ça se passe pour vous pour migrer de côte ouest vers côte est en termes de travail, de recherche d'appartement, de recherche de quartier, tout ça? Alors, donc à l'époque, on était que 2 encore. Je pense qu'il faut le préciser parce que c'est important. Donc lui, il était dans une boîte qui avait un bureau à Boston. C'est ce qui nous a aussi donné un peu l'idée de pourquoi pas Boston. Sauf qu'eux nous ont dit, c'est un transfert volontaire, donc on prendra pas en charge votre déménagement. Ils sont français, non? Non, c'est une boîte américaine qui faisait des montres très très populaires. D'accord. Tu vois, pour être aussi pègre comme ça, je pensais qu'ils étaient français. Ouais, je pense qu'ils en sont revenus parce que finalement, il a changé de compagnie très peu de temps après. Donc bon, c'est pas grave, on a fait notre déménagement tout seul. De toute façon, on n'avait jamais eu d'aide jusqu'à présent, donc ça ne changeait pas grand-chose pour nous. Oui, puis c'était un projet perso, ça va. Exactement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué des gros conteneurs en bois qui sont venus déposer dans notre rue le matin. On les a remplis, on a fait tous nos petits cartons. Ils sont revenus les prendre le soir. D'ailleurs, j'ai une anecdote autour de ça. Ils récupèrent du coup donc nos gros conteneurs, et je reçois un coup de téléphone 3 heures après me disant on arrive chercher vos conteneurs. Et donc là, on a une espèce de bouffée de chaleur. C'est-à-dire que qui est parti avec nos affaires? Et voilà, en fait, il y a eu juste un couac entre eux. Mais je me rappelle avoir passé mes 2 heures à se dire, ça y est, on a perdu notre vie, en fait. L'angoisse, quoi. L'angoisse, ouais. Surtout qu'on est arrivé en 2013 en Californie, on avait 2 valises et un vélo. Donc, on avait du tout racheté. Un vélo pour 2. Un vélo pour 2, ouais, voilà. C'est original. On fait pas la même taille, en plus. Et voilà, c'est pour l'anecdote. Donc nos affaires sont parties, elles ont traversé le pays, elles sont arrivées dans un entrepôt, et quand on était prêt à les faire livrer à un endroit, pareil, ils nous ont déposé tout ça. Je trouve que c'est une solution qui est assez simple, ça reste dans les options les moins chères qu'on peut avoir. Ça demande par contre de faire son déménagement soi-même. Donc après, c'est à voir aussi la taille de ses affaires aussi. Je pense que quand on est un couple, c'est assez facile, quoi. Oui, parce que attends, donc ils te balancent juste les containers en bas de chez toi, mais donc du coup c'est toi qui te débrouilles pour aller descendre le canapé, descendre le lit, descendre tout ça. Oui, non, il te faut une bonne bande de copains. Ouais. Mais non, et quand t'as pas d'amis, c'est compliqué, quoi. Tu as juste un suivi de où vont être tes affaires et de combien va être la facture, mais après tout le reste c'est à toi de le faire. Ouais. Okay. Donc on a fait ça, et après tu me demandais pour comment trouver un logement. Alors on a été très surpris parce que je crois que c'est une spécificité de la côte est, mais plutôt nord, donc New York, Boston. Souvent les locations se font autour du 1er septembre. C'est-à-dire que la majorité des logements se libèrent à ce moment-là. C'est lié en fait aux années universitaires des grandes écoles à côté. Par exemple, Boston, il y a Harvard, MIT, Boston University qui sont qui changent la densité de la population au cours de l'année. Et donc il y a une grosse rotation autour du 1er septembre. Sauf que donc t'es arrivée en septembre. Moi, je suis arrivée en juillet.
Ok. Bah, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu beaucoup moins d'options et beaucoup de choses qu'on a vues, en fait, étaient disponibles qu'au 1er septembre. Alors Ouais, ou qui après, sont super chers, quoi. ou qui sont super chères, tu as raison. Ouais. Par contre, l'avantage de ça, c'est que du coup, c'est beaucoup plus facile de négocier son loyer. On a pu à 2 reprises négocier à la baisse, alors qu'au 1er septembre, mais comme ils sont persuadés qu'ils vont avoir assez de demandes il y a un choix dans tous les locataires, donc c'est une dynamique qui est complètement différente du reste de l'année. Mais tu vois, c'est rigolo parce que juillet, août, septembre, quoi que tu me diras, de juin à septembre à New York, c'est la zone rouge, quoi. Tu vois, c'est la zone où ils se font plaisir, en tout cas, sur ton loyer, quoi. D'accord, bah alors tu vois, c'est un peu différent à Boston. Je sais pas s'il y a ça à New York, mais une autre chose qui m'a énormément surpris, qui n'existe pas sur la côte ouest, enfin en tout cas dans la région de San Francisco, c'est ce qu'ils appellent les broker fees, donc c'est les frais Ah oui. d'agent. Ceux-là, ils sont interdits maintenant à New York. D'accord, alors je pense que c'est encore valable à Boston, enfin en tout cas il y a encore un an c'était ça, et ça représente quand même 1 mois de loyer supplémentaire. Ouais. Ah oui, ils font plaisir. Et du coup, je trouve que c'est énorme et c'est à prendre en compte après dispatcher sur une année parce que ça change finalement le montant du loyer. Donc, Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien de rester, si tu vois un appartement, essaie d'y rester sur plus de 2-3 ans, quoi. d'accord. Alors que ça, effectivement, je trouve qu'à San Francisco, en tout cas, on n'a jamais, ne serait-ce entendu parler de ça. Il y a une telle rotation de gens en plus que je sais même pas si la règle serait vraiment acceptée finalement. Ouais. Ou alors ils sont inclus de manière secrète dans ton Peut-être qu'ils sont loyer. inclus, ouais, Je c'est pense que vrai. c'est ce qu'ils font maintenant à New York, hein. Ils C'est se font plaisir. sûrement, ouais, tu as raison. Et, déjà, est-ce que la vie, alors du coup, sur la côte Est, te plaît? Bah écoute, ça a été un peu une petite déception, pas une grande, une petite déception. Je pense que ce qui nous a le plus surpris, ça a été le temps, en fait, la température. On Ouais, tu s'attendait à m'étonnes. revivre 4 saisons. En plus, on vient de Rhône-Alpes, c'est qui est quand même pas une région extrêmement chaude, mais c'est pas très froid non plus. Mais bon, voilà, on a quand même 4 vraies saisons et on se rend rapidement compte qu'on a l'été et l'hiver. Et que l'hiver, en fait, se termine mi-mai, quoi. Donc un peu dur, surtout que c'est pas un hiver, il neige bien sûr, mais c'est pas moi dans mon esprit la neige par rapport à la manière dont j'ai grandi, c'est le ski, alors que là bon il y a des montagnes mais c'est des petites collines quoi. Donc on fait pas c'est pas la même approche de l'hiver et de la neige que Non. ce que je pensais en fait. Mhm. Donc il y a eu ça, ce qui nous a aussi beaucoup surpris, ça a été le coût de la vie. On s'est dit en venant de San Francisco, on peut aller que vers du moins cher. Donc effectivement, le coût de la vie est peut-être un poil moins cher. T'es allé dans la 3e ville la plus chère des US, je veux dire. Je pense que j'aurais dû regarder ce fameux article des villes les plus chères des États-Unis Non, et mais faire. attends, on va sommariser quand même pour les gens. Donc, il y a San Francisco, donc la baie. Ensuite, il y a New York et ensuite, il y a Boston. Voilà. D'accord. Bon, bah voilà. T'aurais dû faire Chicago, c'est un petit peu C'est plus, vrai. c'est un peu J'adore cher. Bon, c'est Chicago, pas la côte est, mais il y a les grands lacs, quoi. mais bon, le froid, c'est quand même quelque chose à Chicago, hein. Ouais, manifestement, Donc, il est rude. du coup, voilà, du coup, tu vois, un peu surpris, ouais, un peu surpris. Je comprends que la ville de Boston soit une ville chère, mais je trouve que la diversité culturelle n'est quand même pas au niveau de San Francisco ou de New York. Et ça m'a quand même un peu surpris et au final quand on a eu besoin de faire des choses on allait à New York en fait, c'est pas forcément les choses ne viennent pas forcément à Boston. Donc j'avais Ouais. trouvé que son coût de la vie qui est sûrement lié à toutes les entreprises de biotech, tech et Oui, c'est ça. et, Et tout ce qui est le médical, tout ce voilà, qui touche c'est au ça, médical, je ouais. pense que c'est ce qui fait monter le coût de la vie, mais je trouvais, sans prétention, que Boston ne méritait pas quand même un coût de vie aussi cher. Ouais, je sais pas quoi. J'ai Enfin, du mal à l'exprimer, c'est mais un mini New York. Non, mais je vois ce que tu veux dire parce que je sais qu'on a eu ce débat avec mon mari qui me disait non, mais si on a une ville dans laquelle il faut qu'on vive sur la côte Est, c'est New York. Parce que je lui avais quand même proposé, moi je trouvais ça très mignon aussi, Boston. oui. Son frère habite là-bas.
Donc, j'essayais en plus d'argumenter. Et il me disait, non, mais on va pas aller s'ennuyer à Boston, on reste à New York. Et je pense que quand tu viens de New York, j'arrive mieux pour moi à visualiser et justifier le coût de la vie à New York par rapport à Boston. Pour moi, ça a plus de sens. Donc, ça a été un deuxième frein. Et puis, je crois que la troisième chose, et là, c'est extrêmement personnel et basé sur mon expérience, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer en contact avec les gens, tout simplement. Ils ont pas le temps, hein. Tout simplement, voilà, parce qu'ils ont pas le temps. Et puis, je pense que par rapport à San Francisco, les gens sont beaucoup plus locaux. Ils ont de la famille bien souvent en Nouvelle-Angleterre ou un peu dans le coin. Ils ont leur cercle d'amis. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile là où San Francisco, a priori, presque tout le monde vient d'ailleurs. Et il y a un mouvement un peu plus communautaire. Alors, je sais pas si c'est lié au temps aussi. Peut-être que le soleil fait que les gens sont plus ouverts. Je sais pas, c'est plus difficile de parler à un inconnu quand il fait froid. Mais voilà, un peu, voilà, trois choses qui m'ont un peu freinée par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais bon, après, c'est très personnel parce que c'est que des ressentis. Alors apparemment, il y a le cliché qui veut que... et je sais que c'est... Alors attends, parce que c'est la pédiatre qui m'a sorti ça et qui pour moi, c'était une aberration. Je suis allée la voir pour les 12 mois de Pierre. Uh-huh. Elle me dit, oui, d'où tu viens et tout. Je dis, oui, on vient de New York. Et elle me dit, mais t'as pas eu du mal et tout avec les gens de Los Angeles? Je dis, écoute, on est confinés, j'ai plus parlé à personne pour le moment. Elle me dit, non, mais tu verras, ils sont beaucoup plus superficiels. Moi, j'aime bien les gens de la côte Est parce que quand ils te parlent, tu vois, ils sont straightforward, donc ils te disent ce qu'ils pensent. C'est très vrai ce que tu dis, c'est un cliché qui existe. Quand on a déménagé de San Francisco pour Boston, on a des amis locaux qui ont grandi là qui vraiment nous ont demandé mais pourquoi vous vous infligez ça? Pourquoi vous infligez des gens enfin pas vulgaires mais un peu brutes? Pourquoi vous vous infligez ça? Et quand on était à Boston, tu vois, c'est très régulièrement que j'entendais mais les Californiens sont très faux, ils te parlent, ils semblent amicaux mais en fait non. Et mais il y a un vrai truc, hein. Non, mais il y a un truc entre les deux, hein. Ouais, c'est marrant, mais j'ai pas encore parlé trop avec des locaux ici, étant donné qu'on est tous confinés chez nous. Ouais. Mais ce qui me faisait rire venant de la nana, c'est qu'elle me disait non, mais je comprends. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens de la côte Est, vivant d'ailleurs au Texas. Enfin, ayant vécu au Texas, je fais non, mais attends, je veux bien que le Texas ce soit grand, hein, mais on est quand même central. Je veux dire, ouais. C'est pas Est ou Ouest, c'est central. Et je trouvais ça aberrant. Mais je pense que, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, je suis pas restée très longtemps à Boston et j'ai rencontré des locaux, mais pas autant que j'aurais souhaité. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus français dans la manière d'aborder les relations, peut-être un peu plus de retenue au début, mais une fois qu'on fait partie d'un cercle, il y a vraiment quelque chose de fort qui peut se créer. Là où en plusieurs années maintenant en Californie, il y a une amabilité et une ouverture qui est presque instantanée, mais parfois on sait pas forcément la direction va prendre la relation en fait, et c'est un peu plus flou finalement. Donc c'est plus dur à percer, je trouve, à l'est. Ça paraît plus facile à l'ouest, mais bon, au final c'est pas forcément un gage d'une grande amitié à la fin. Donc voilà, c'est un petit peu le seul truc que j'ai pu remarquer à mon échelle. Bah écoute, bon à savoir. J'ai pas assez de recul encore sur la Californie. Je pense pas que les gens soient nécessairement extrêmement superficiels. Après, j'ai remarqué sur les groupes Facebook de maman, on n'a pas du tout les mêmes sujets de conversation. C'est-à-dire que quand je regarde tu sais, t'as des petits groupes en local, genre très local dans ton quartier. Moi, je fais partie du South Bay Mom. Et les recommandations pour aller se faire du Botox, là, on en est à gogo, quoi. Ok, bon. Tu vois, alors regarde, même en Californie, tu vois, ça dépend des régions. Finalement, on n'a pas non plus les mêmes sujets. Mais après, je prends un peu de recul par rapport à tout ce qu'on vient de discuter parce que je déteste les clichés. Oui, c'est clair. Il y a des gens super de là où je viens et des gens terribles. Donc, j'ai l'impression que c'est partout pareil. C'est juste qu'après, effectivement, je pense que c'est des sujets de conversation et des manières de dire les choses qui sont différentes. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, tu remarqueras que donc du coup, maintenant, ce cliché se fait aux alentours des expats français même. Tu vois, tu te dis, oh là là, celui-là, il est allé déménager en Californie, mon Dieu, quoi. Alors que l'autre, il est à New York. Ouais.
il est un petit peu plus working oriented et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Hein. Bah écoute, tant pis, hein, je serai la superficielle poufiasse de Los Angeles et je l'assumerai avec beaucoup de plaisir. Avec une French touch. À manger du kale. De toute façon, on mange aussi du kale à New York, hein. Surtout à Brooklyn. Donc oui, on mange du kale, on chausse des Allbirds et puis voilà quoi. On mange des avocado toast parce que c'est oui, bien entendu. Bien entendu. Et on mange d'ailleurs des chia seeds en pudding pour le petit-déj, le nouveau truc. Ouais, c'est super bon en même temps. C'est très très bon le chia seed. Aparté culinaire, combien de temps vous restez à Boston? Alors, et qui s'est passé à une vitesse de l'éclair, puisqu'on est resté 3 ans, mais si quand on se pose la question, on a l'impression qu'on est resté 10 mois, parce qu'en fait, on a énormément voyagé, on s'est marié en France, et on a eu un bébé en 3 ans. Pas mal. Ouais, autant pour le mariage, on a démarré doucement, autant là, en 3 ans, tac, tac, tac. Hein. C'est ça, on a passé énormément de temps à voyager. Donc, un bébé bostonien? Un bébé bostonien, ouais. Bah, tu me diras, t'as bien fait, hein. T'avais Harvard, tout ça, on était bon. Super. Alors moi, j'avais pas trop de critères. J'avais juste besoin d'être dans une ville avec des bons médecins. T'étais bien tombée, là. Qui soient à la page. Mais alors là, je suis tombée sur le top of the top, quoi. Ouais. Et à la fois quelque chose que j'ai vraiment apprécié, que je pensais pas retrouver en fait à Boston. Il y a une sorte de vague de manière d'aborder la grossesse et la parentalité avec énormément de techniques pas médicales, dans le sens, je vais m'expliquer. J'ai trouvé que c'était très porté sur l'allaitement, sur le portage, sur le cododo, là où je m'attendais à quelque chose de... Ah ouais. Oui, je croyais que tu allais me dire un truc un petit peu plus médical et pragmatique. Ouais, et finalement pas du tout. Ce qui m'a beaucoup surprise, je suis partie avec ma petite valise de qu'est-ce que je connais de la France, des expériences de mes copines, de mes proches, et je me suis dit mais je vais jamais retrouver ça dans cette ville si médicalisée. Ouais. Et en fait pas du tout. Et au contraire, j'ai trouvé que c'était même presque plus libéré que ce que j'avais entendu en France. Surtout pour l'allaitement. Ouais. Mais oui, j'en parlais avec une autre maman récemment qui, elle, était en Australie et qui me disait autant en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu même culpabilisant si tu n'allaites pas ton enfant, autant en France, c'est pas bien grave si t'arrêtes après 3 mois, quoi. Non, et puis c'est même, je vais pousser le truc un peu plus loin, c'est même presque un peu bizarre et d'allaiter longtemps, donc de dépasser par exemple, 1 an. C'est moins courant en tout cas que ce que j'ai pu voir à Boston. Ouais. Donc moi, c'est courageux pour ma part, hein, si tu allaites pendant plus d'1 an. D'ailleurs, si tu allaites pendant plus de 6 mois, c'est tout aussi courageux aussi. Mais bien sûr, non, bien sûr, mais je voulais dire, tu vois, par exemple, un exemple qui m'a vraiment marqué et je pense qu'il restera longtemps dans ma mémoire, c'est à chaque rendez-vous gynécologique, tout le long de ma grossesse, on me donnait une tonne de ressources, une tonne d'informations sur l'allaitement, sur comment le préparer, comment le mettre en place et comment le maintenir, sans me demander si j'avais un projet d'allaitement. C'était presque normal et on va dire répandu d'allaiter, et si je voulais pas allaiter, c'était à moi d'exprimer ce souhait en fait. Oui. Et j'ai trouvé ça quelque part, moi au début j'étais pas du tout intéressée par ça, et puis à force d'avoir de la documentation et d'avoir beaucoup de bienveillance autour de ça, je me suis dit ok, pourquoi pas le faire, et j'ai tenu 1 an avec courageuse. Trop bien. C'était vraiment, tu vois, une expérience qui ne serait, je pense, jamais arrivée ou pas arrivée dans ces conditions-là s'il n'y avait pas eu tout cet encadrement. Ouais. Donc, vraiment, j'ai adoré avoir un enfant à Boston. Et alors, attends. Donc, du coup, quand toi, tu arrives à Boston, est-ce que tu as réussi à retrouver un taf? Alors, j'ai pas retrouvé un taf tout de suite parce qu'on a demandé une carte verte qui prend à peu près, dans notre statut, qui a pris 1 an et demi, à peu près. Mais bon, comme j'ai eu un bébé entre-temps, quand il y avait la préparation du mariage, ça m'a pas gênée, en fait. C'est passé très vite et j'ai eu mon autorisation de travail en novembre l'année dernière. Ok, donc t'as pas eu de besoin de congé parental ou quoi que ce soit? On n'a pas eu besoin, ouais. Je sais que c'est un vrai problème aux États-Unis, mais... oui, parce que donc du coup, l'ami Simon, alors lui, il a pu avoir un congé parental ou pas? Lui, il fait partie des
très peu, je pense qu'elle se compte sur les doigts de la main, entreprises qui propose un congé parental extrêmement long, puisque lui, il a eu 4 mois à prendre la première année d'un enfant, en fait. Ouais. Donc, tout ça a été, 100% payé 100% payé et réparti cool. comme il voulait. Donc, il aurait pu prendre 4 mois d'un coup. Lui, il a décidé de faire 6 semaines. Et puis après, on a réparti un peu ça dans l'année. On a pu aller voir nos familles en France. Mais il y a vraiment, c'est vraiment pas la majorité. Hein. Oui, non, c'est sûr. Mais tu me diras, tu vois, ils t'ont pas payé les cartons, mais ils t'ont payé... Alors, il a changé d'entreprise entre-temps. Ah, c'est pour ça. Ouais, il était dans encore un peu plus gros groupe. Et du coup, forcément, on peut que aborder la parentalité correctement dans ces conditions-là, quoi. Quand ouais. 4 mois, trop bien. Ouais, trop bien. Ouais, je crois que si tu as des jumeaux, c'est 6 mois. Ça, par contre, tu te fais avoir, quoi. Pourquoi pas 8? Je suis bien d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment génial. Enfin, j'ai tellement d'amis de moi qui travaillent jusqu'au dernier jour, qui ont pas ou très peu. Je sais qu'il y a une différence. La Californie accorde 1 mois de plus. Alors, avant. Avant, d'accord. Ouais. Donc, c'est déjà ça, quoi. Oui, c'est clair. Je pense que la Californie, c'est un des États les plus progressifs. Donc oui, en tout cas, on paye plein pot sur les sales tax. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Oui. Surtout sur les vêtements. Oui. Chose qu'on n'avait pas à New York. Mais je crois qu'on l'avait pas à Boston non plus. Mais c'est incroyable cette histoire de sales tax. C'est un aparté, mais ouais, non, c'est quoi, elle est vraiment onéreuse. Je m'en étais pas rendu compte. Hein. Ça, c'est un truc à savoir, les gars. Hein. Si vous déménagez en Californie, ils se font plaisir sur la sales tax. Ouais, ils se font plaisir sur beaucoup de choses. Ah ouais, j'ai pas encore payé mes taxes. Non, mais c'est vrai qu'un déménagement, alors ça dépend d'où on vient, hein, bien sûr, mais quand on vient de France directement en Californie, on a l'impression que, enfin en tout cas pour nous, on avait l'impression que les salaires étaient énormes, quoi, enfin qu'on allait être vraiment, tu vois, des rois, quoi. Et en fait, c'est un vrai cliché et c'est des idées reçues sur les expatriés parce qu'au final, les salaires peuvent être hauts, mais le coût de la vie, les taxes, les loyers, c'est fait que peut-être que dans certaines situations, les gens ont un meilleur niveau de vie en France que dans des régions bien sûr, inclut d'ailleurs aussi la nourriture. Hein. Parce que pour bien manger, moi, franchement, quand je vais en France, que je suis à Paris et que je vais au... Comment il s'appelle déjà cette chaîne-là? C'est pas Franprix, c'est l'autre. Monoprix, mais je me fais tellement plaisir et j'en ai pour 30 balles et j'ai l'impression d'avoir un panier énorme et je suis trop contente. Non, mais c'est sûr, tu vas à Whole Foods, t'as 2 articles et voilà. Ah ouais, voilà, 30 balles. Non, mais c'est... tu manges du kale et du chia seed, voilà, t'as rempli tes 30 balles. Non, je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'on en parle souvent entre expatriés et il y a un vrai cliché sur l'expatrié qui est très riche. Mais bien sûr. Voilà, c'est pas... Tu savais pas que tu roulais sur l'or? Mais j'ai vu un post il y a pas longtemps sur Instagram, c'était on roule sur l'or, on crée des podcasts où on monte sa boîte, on a des femmes de ménage. Ouais. Non, mais on a une belle vie. Après voilà, c'est vrai qu'on a une belle vie, on a des soucis en moins, mais on a aussi des choses en plus à payer. Oui, voilà, on a une belle vie, mais on la vit à crédit. Exactement. Là où eux peuvent s'acheter des maisons, nous, ce sera nos enfants qui vont nous récupérer. À commencer par les crèches. Alors, combien de temps vous restez à Boston? 3 ans. 3 ans. Et quel est le... Pardon, comment on dit ça déjà en français? Quel est le... L'élément déclencheur. Exactement, quel a été l'élément à se dire... L'autre. Si tu veux bien d'ailleurs, si tu veux qu'on échange, aucun problème. Ça va me détendre. En plus, parfait, belle transition parce que là, on va pouvoir parler d'un truc que moi je connais, c'est-à-dire déménager de la côte est vers la côte ouest avec un toddler sous le bras. Alors là, on est loin des caisses en bois quand on était tous les deux. Alors, du coup, tu m'as demandé pour l'élément déclencheur. Oui, l'élément déclencheur. En fait, c'est assez simple. À chaque fois qu'on part en voiture dans un road trip tous les deux, on part dans les conversations et en fait, on refait le monde et on se dit à chaque fois, tiens, on devrait aller faire autre chose. Et on était en France à Noël l'année dernière, donc on est 3 mois avant Covid et on commence à réfléchir qu'il y a quelque chose qui cloche avec Boston, on a envie d'aller voir autre chose et on avait quand même aussi envie de rester avec sa compagnie pour tous les avantages familiaux dont on discutait comme le congé parental, etc. Et donc dans sa compagnie on a regardé un petit peu les sites
Et les sites géographiques aux États-Unis, parce qu'on voulait quand même rester dans ce pays, nous plaisaient pas trop. On avait Seattle, New York. Ça t'a pas plu, Seattle? Trop de pluie? Ouais, pas emballé. J'avais pas. Après, je l'ai visité à la mauvaise période. J'ai visité à Thanksgiving sous la pluie, tout fermé. Donc je pense Non, mais que... tu peux juste dire je l'ai visité sous la pluie. Hein. Je pense que Non, mais je précise que Thanksgiving tout ferme, mais c'est important de le dire parce que du coup, c'est notre tout premier voyage aux États-Unis en 2013, tu vois, juste après notre arrivée. Oh non. Et j'étais vraiment bon, voilà. Oh non. Finalement pas trop emballée. Et puis je crois que ça nous a tellement marqué cet hiver à Boston que la météo devenait vraiment un critère important dans la prochaine étape. Et finalement on s'est dit ok, pourquoi pas aller en Californie. Lui, ça lui donnait l'expérience d'être dans un vrai campus. Attention, hein, on parle 3 mois avant la pandémie. Donc lui se voyait profiter pour la première fois d'être dans le vrai campus, le headquarter de l'entreprise et pas dans le petit bureau annexe de Boston. Et puis il y avait une telle facilité au niveau du déménagement parce qu'en fait il prenait tout en charge, c'est-à-dire nos billets d'avion, le déménagement lui-même, nous trouver un appartement de fonction. Et ça, quand on est un enfant en bas âge, mais c'est jackpot, quoi. C'est un luxe, quoi. Ça fait même pas peur, du coup, de le faire, honnêtement. Ouais. Parce qu'on avait si tout est assisté. Ouais, c'est ça, c'est la première fois de notre vie qu'on nous proposait quelque chose comme ça. Donc, en gros, il n'y avait pas vraiment de stress à avoir de ce côté-là. Donc, on a tout enclenché les démarches à notre retour à Boston après notre séjour en France, donc en janvier. Et à l'époque, il fallait être présent du coup sur site. Hein. On parlait pas de télétravail, on parlait pas de pandémie, tout ça. Et donc, il fallait être sur place rapidement à partir du moment où il signait son contrat de transfert. Et donc, ça nous emmenait en mars, en fait, donc mi-mars. Sauf que est arrivé ce qui est arrivé. Ça commençait à devenir... ça nous faisait peur, en fait, de déménager pendant cette pandémie avec un enfant qui avait juste 1 an. Donc, on a demandé à Je peux te confirmer. Bah ouais. Tu as déménagé quand, toi? Moi, j'ai déménagé en août, là. Hein. En août, on était pas mal sur la pandémie. Ouais, un tout petit peu après, mais effectivement en pleine pandémie, ouais. On a essayé de bouger tous les 10 jours, 15 jours, et puis au bout d'un moment, ils nous ont dit non, mais il faut, voilà, pour des raisons de taxes, il faut que vous soyez présents sur l'état en question. Donc, on a décidé de déménager mi-avril. Alors, ça a été, vraiment très très zen côté donc déménagement lui-même, parce qu'ils sont venus un matin, ils ont tout emballé et 3 heures après il n'y avait plus rien. Ils ont tout emballé? Ils ont tout emballé. Oh, t'as trop de chance. Ouais, non vraiment, tu vois le paquet du déménagement de rêve, quoi. Parce que moi je me rappelle l'emballage avec Pierre dans la boîte. Non, du coup, voilà, c'est ça qui était bien. C'est-à-dire que, alors moi, parce que j'ai besoin un peu d'avoir un petit contrôle sur tout, j'ai quand même fait 2-3 trucs, mais en soi, on aurait pu vraiment ne rien faire et ils ont tout emballé, tout étiqueté. Ils ont même fait des caissons, tu sais, spéciaux pour les objets fragiles comme la télévision ou les miroirs. Donc, vraiment, ça, c'était idéal. Ce qui a été un peu stressant, ça a été en fait de gérer où est-ce qu'on dort la nuit ou entre l'avion et le déménagement, parce qu'on voulait pas exposer ou s'exposer à nos amis, donc on voulait pas aller chez eux, donc on cherchait désespérément un hôtel, sauf que les hôtels à l'époque gardaient des chambres pour le personnel médical, donc on a eu beaucoup de refus. On a fait un peu des bons comme ça les quelques jours avant. À l'époque, on nous demandait pas du tout de tests pour aller dans les avions. C'était encore pas la norme. Ouais. Et une fois dans l'avion, en fait, il y avait vraiment vraiment personne. C'était les premiers temps où ils acceptaient à nouveau de faire voler des gens. C'était aussi un petit challenge parce que les compagnies aériennes à cette époque avaient un vol par jour, donc on n'avait pas le choix de l'heure. Donc tu prenais quand même le risque de te taper un rush dans l'avion, quoi. Voilà, et puis mi-mars, c'était mi-avril, ça restait encore un peu la panique, quoi. Ouais. C'était moins organisé qu'aujourd'hui. Puis avec ton petit avec Arthur et tout. Oh là là, l'angoisse. Donc voilà, c'était pas mais ce que je trouve drôle au final, parce que en fait, donc il y a eu ce déménagement quand il a eu 1 an, sauf que entre-temps à Boston, on a fait un déménagement quand il avait 1 mois.
On a déménagé à 4 rues pour un appartement juste un peu plus grand. Et j'ai trouvé ça mais tellement plus stressant et tellement plus fatigant parce qu'on a dû le faire donc nous-mêmes. Je pense que je mettais une demi-heure par carton tellement je n'avançais pas parce que entre l'allaitement, les siestes, l'échange, je pouvais pas soulever un carton parce qu'il était tout le temps sur moi. Donc on a eu une petite armée de copains qui sont venus nous aider. Mais heureusement, j'ai trouvé ça 100 fois plus stressant qu'un déménagement tout organisé en plein Covid. Et aujourd'hui, si je devais redéménager et qu'on avait les moyens de pouvoir le faire, si on devait le financer par nous-mêmes, je pense que j'essaierais de trouver une sorte de solution, peut-être pas all inclusive, mais au moins avec un peu d'aide de professionnels plutôt que 100% par nous-mêmes. Oui, parce que nous, on avait pris une compagnie qui te descendait tes affaires, quoi. Voilà, c'est ça. Au moins, voilà, des choses qui sont... Ah oui, non, je vois même pas comment j'aurais pu descendre le canapé avec le petit, quoi. Et après, une autre difficulté qu'on a eue, ça a été à l'arrivée, puisqu'en fait, on a eu beaucoup de chance. Ils nous ont proposé un appartement de fonction, en fait, le temps tout meublé, le temps qu'on trouve quelque chose. Et vraiment, on est arrivé hyper confiant en se disant, on connaît la zone, personne déménage parce que c'était donc en Californie le lockdown, donc les gens ne pouvaient même pas sortir de chez eux. Et on s'est dit, mais c'est génial, on va avoir tellement d'appartements et maisons, on est plus parti sur des maisons, on aura tellement de maisons à disposition, ça va être hyper facile. Et en fait, pas du tout. Les gens étaient comme nous, attendaient quelque part que des logements se libèrent, et les peu qui se libéraient ne pouvaient être vus que par vidéo. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui nous sont passées sous le nez juste parce qu'on n'avait pas envie, nous, de louer quelque chose juste par vidéo. On avait besoin de voir en vrai. Donc, l'appart. Ouais, il y a eu un bon mois de désillusion sur vraiment on pensait qu'on allait être les rois, qu'on allait tout pouvoir négocier à la baisse et qu'on allait pouvoir visiter facilement, et pas du tout au final. Bah, je savais pas que tu avais déménagé pendant le Covid. Je pensais que tu étais arrivée une année avant. Non. Et ça serait à refaire, je le referais parce que je pense que vu la longueur que prend tout ça, être resté à Boston dans un appartement, on a aussi un chien, donc c'est clair. Penser aux sorties, enfin voilà, maintenant qu'on est en maison, je réalise que c'est une chance d'avoir un extérieur et qu'on a bien fait de faire le déménagement, quand même. Mais en plus à Boston, vous avez des machines à laver dans vos appartements ou pas? On avait quand même. Hein. C'était le luxe. On l'a eu dans le nouveau, mais pas dans le tout premier où on était que tous les deux, Parce que tu vois, moi, je me revois dans l'appartement de New York avec un seul évier dans la cuisine et pas dans la salle de bain et sans machine à laver. Ouais. Je le sens moyen, tu vois, le confinement. Je pense que c'est très difficile. Je pense que plus ta situation familiale avance, par exemple tu agrandis ta famille, etc., et plus tes critères augmentent aussi. Et il y a des choses aujourd'hui, effectivement, par exemple la machine à laver, je pourrais pas revenir en Ah ouais, non, clairement. Quelque chose dans le basement. Et là, j'ai pas encore le lave-vaisselle, je sais, parce que beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu stérilises encore tes tétines, là. Fouler dans le lave-vaisselle, je fais les gars, j'ai pas de lave-vaisselle, on va tous se détendre. C'est vrai que ça va te changer la vie le jour. Bah, c'est pareil, ça c'est autre chose. Le jour où tu passes à ça, tu reviens plus en arrière. Bah, c'est ça, je sais. Mais c'est pour ça, là, je profite de m'assécher les mains, à faire la vaisselle tous les soirs, tu vois, je prends plaisir. Tu fais un peu de sport dans ce confinement, c'est bien. Bien sûr. Donc, on en arrive à avril. Et maintenant, j'aimerais énormément qu'on parle de Cotton 5. Oui. Et de savoir un peu comment t'es venue l'idée et de quand tu as démarré le business. Alors, il a fallu que je réfléchisse à cette question parce que j'ai pas de réponse très nette. Je pense que c'est beaucoup lié au fait de devenir parent. J'ai eu un postpartum qui était pas extrêmement compliqué, mais pas très facile non plus. Et je pense que j'étais assez stressée, assez chamboulée par tous ces changements de repères, et j'ai eu besoin de faire quelque chose pour me vider un peu l'esprit. Et quand je suis stressée, je deviens très créative. Et j'ai commencé par faire un peu des petites broderies sur des bodys de mon bébé. Alors, je me rappelle, le 14 juillet, j'avais écrit Petit Frenchie parce qu'on allait dans un resto français pour célébrer Bastille Day. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par faire des petites décos dans sa chambre. Et puis, très rapidement, ça m'a plu et je me suis formée exclusivement sur YouTube. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un cours pour mes 30 ans à New York qui m'a été offert par Simon. J'ai vraiment, on va dire,
approfondi les bases que j'avais appris sur YouTube. Mais voilà, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai beaucoup pratiqué et je pense que c'est comme n'importe quelle activité qu'on aime bien, ça vide la tête, ça me faisait penser à plus rien et du coup j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai très rapidement eu envie de sortir de l'univers enfantin, de pas faire que de la broderie sur des vêtements ou de la déco pour des enfants parce que j'avais quand même l'impression que c'était déjà mon quotidien d'être avec un enfant. Même si je l'aime très fort, j'avais envie de faire autre chose. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à pourquoi pas faire des petits cadeaux donc de tambours. J'ai des amis qui avaient emménagé dans un nouvel appartement. Je leur ai fait un petit tambour avec écrit bienvenue. Puis ça a commencé voilà un petit peu à germer. Mais ça s'est fait très très progressivement sur la première année de mon bébé en fait. Ok. Voilà, ça c'est pour l'idée. Et le moment où vraiment je me suis dit ok j'y vais, c'est à force que mon mari me dise mais lance-toi, je suis sûre que ça pourrait plaire à d'autres gens. J'en ai parlé aussi à une amie qui est créatrice en France et qui m'a dit mais je suis sûre que ça pourrait marcher. Donc je me suis dit ok, il va falloir que je me lance. C'est un gros syndrome de l'imposteur, tu vois. Je suis persuadée qu'avec mes 3 vidéos YouTube, j'ai pas la légitimité de pouvoir créer quelque chose par moi-même et surtout de le vendre en fait à d'autres gens. Ouais. Mais au mois de mai là 2020, je tournais tellement en rond dans cet appartement là de fonction, j'en pouvais plus. Je me suis dit allez, je cherche un nom, je cherche un logo, je me renseigne un peu sur comment on fait tout ça et ça a été lancé mi-juin 2020. Oh, mi-juin. Ah oui, ben comme le podcast. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. Mais je pense, si tu regardes un peu, il y a énormément de résilience autour du confinement et il y a énormément de gens qui ont lancé des choses. Bah, tu m'étonnes. On y va, quoi. Je veux dire, c'est le moment. Ouais, il y a du positif à tirer de 2020, hein. Ah, mais moi, je suis très positive dans la vie et j'essaie toujours de voir bon, le verre à moitié plein. Et je me suis dit, effectivement, je pense que tous ces créateurs, ces entrepreneurs qui se lancent cette année, c'est à l'image du confinement il a fallu se remettre en question sur tellement de choses, tellement de gens ont déménagé, il y a des gens qui ont changé leur projet de vie. Et ben voilà, l'entrepreneuriat, ça en fait partie aussi. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais alors, donc, du coup, t'as démarré avec quoi? T'as démarré avec les, comment ça s'appelle, les canevas? J'ai démarré avec ça. Alors en plus, quand j'ai démarré, j'étais encore dans l'appartement de fonction, je n'avais aucun matériel. Donc, bien sûr. moi j'aime bien ça. J'aime bien me challenger un petit peu. C'est trop simple. C'est ça. Donc j'ai commencé avec quelques tambours et puis après j'ai très rapidement dérivé sur des accessoires. Je suis très à l'écoute, comme du coup j'avais pas forcément de confiance en mon travail en fait, en ce que je faisais. J'ai énormément pris les retours autour de moi. J'ai demandé qu'est-ce qui pourrait plaire. Si je demandais à des gens sur les réseaux sociaux, hein, des gens que je connais pas personnellement, mais je disais mais qu'est-ce que toi t'achèterais et je pense que d'avoir beaucoup de recul et d'écouter un peu plusieurs sources, hein, j'ai demandé à des hommes parce que c'est vrai que mes produits j'ai une majorité de femmes qui me suivent, mais il y a aussi j'ai demandé à des hommes parce que je trouve que leur avis est important aussi. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. J'aime beaucoup travailler en petites collections. Donc là, par exemple, pour Noël, j'ai créé des décorations de Noël pour mettre sur les sapins. Voilà, mais oui, le plus gros hit que je vois sur Instagram, mais de partout. Ouais, j'en rêve la nuit tellement que j'en fais. Donc tu m'étonnes. Je suis très contente. Mais voilà, c'est des petites collections. Moi, ça me permet de me renouveler, ça me permet de pas être en travail complètement à la chaîne parce que derrière Cotton Five, il y a que moi. Donc j'ai toujours envie d'avoir autant de plaisir à faire les choses. Donc je fais des petites collections qui sont éphémères, qui dépendent un peu des saisons, et c'est ce qui me plaît. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens ont aussi envie de voir what's next, quoi. Ouais. Mais alors du coup, what's next? On pourra le suivre pour voir. Non, mais je réfléchis à d'autres idées de décoration et puis pourquoi pas. Là, j'ai lancé une collection de vêtements où je fais des sweatshirts qui sont. Oui, c'est ce que j'ai vu. Il y en a un petit rose là, mais moi je rentre plus dedans, donc tu vois, j'attends. Je pense que je le demanderai pour mes 30 ans parce que là, ça sert à rien que je m'achète des vêtements, très clairement. Hein. C'est vrai. Ou alors, bon, peux-tu prendre des trucs extensibles un peu. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas. Je sais qu'il y a pas mal de demandes pour décliner ça pour chez l'homme et chez l'enfant. Donc pourquoi pas. Après, je suis aussi limitée par le temps que j'ai parce que je suis maman à plein temps. Donc il faut aussi que je puisse trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ouais, et de dormir la nuit.
et de dormir la nuit. Ce qui est quand même pas beaucoup le cas en ce moment, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne la bonne Oh là là. Non, c'est pour ça que ça me fait de la peine quand même de te voler une heure. Non, Mais ça fait plaisir. Non, mais je suis très honorée que tu aies insisté parce que j'étais pas très. ah bah oui, tu m'étonnes, il a fallu quand même, il a fallu de longues heures. Tu vois, ton imposteur, comment on appelle ça déjà? Le syndrome de Syndrome de l'imposteur. l'imposteur, ouais. Non, bah, Ah, enfin, ma petite boutique est tellement jeune, marche très bien, j'ai beaucoup de chance, mais c'est vrai qu'elle est tellement jeune que j'ai pas l'impression d'avoir assez de recul pour t'en parler. Mais bon, quand même, 6 mois après, j'ai quand même des choses à dire. ouais. Bon non, mais c'est super. En tout cas, moi j'ai remarqué l'effervescence autour des décos de Noël. Tu te dis, Ouais. mais waouh, trop cool. Que c'est un truc qui est important. Moi, j'ai pas du tout de formation marketing. Je suis très littéraire en plus dans mon parcours et voilà, je suis pas du tout matheuse. Bref, c'est à l'opposé de moi ce que je suis en train de faire là. Mais j'ai remarqué que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet de communiquer avec les gens, c'est ce qui permet de s'exposer, de montrer ce qu'on fait. Mais je passe beaucoup de temps à investir ça parce que c'est la plupart des gens qui achètent aujourd'hui sur mon site viennent d'Instagram. Ouais. Je suis que sur Instagram, pas sur Facebook, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui c'est la manière la plus moderne de se faire de la pub en fait. Mais non, mais c'est clair. Et puis la plus, la moins chère, je dirais La en moins plus. chère et puis je pense la plus authentique. Ouais. Et j'ai une chance folle, c'est que le matin je me réveille et j'ai quasi tous les jours une story de quelqu'un qui parle de moi ou qui reposte un produit qu'elle a acheté, et c'est ça ma meilleure pub en fait, c'est de voir des gens qui sont contents et qui sont assez généreux pour donner de leur temps et faire une story sur moi. Donc c'est en fait que je pense investir du temps sur les réseaux sociaux, ça peut être pénible, mais à la fois c'est hyper, je trouve pas le mot en français, rewarding, gratifiant. Ah, comment? Oui, gratifiant, gratifiant. Gratifiant, je crois. Ben non, mais en plus, ouais, là, il nous reste quelques semaines pour faire un beau cadeau pour Oui. la fin de l'année. Donc, avec plaisir qu'on relaye ton compte Instagram pour te créer encore plus du boulot. Ouais, mais c'est très bien, c'est une bonne chose. C'est aussi important quand on devient parent de pas oublier de faire des choses pour soi qui nous font plaisir à nous et qui sont complètement indépendants de notre vie de parents aussi. Oui, faut avoir des projets perso, c'est Ouais. important. Après, ça dépend. Je pense que ça dépend de la façon dont tu veux t'identifier dans la vie. Si tu veux t'identifier en étant une maman ou en Bien étant sûr. une entrepreneur ou en étant Oui, tout à artiste, j'en fait. sais rien. Moi, j'adore Mais avoir pour l'instant, le temps de pouvoir faire les deux. Je suis hyper fière, en plus de m'en occuper au quotidien. C'est vrai qu'effectivement, moi, j'avais besoin d'avoir un équilibre entre les deux où je suis pas 100% maman au foyer et pas non plus 100% entrepreneur. bah oui, parce que clairement, comment tu l'occupes la journée quand il faut que tu fasses tes Ouais. commandes? Alors, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai un bébé qui fait encore une sieste de 3 heures l'après-midi. 3 heures? Ouais, ouais, ouais. Non, mais Et il il te adore fait des nuits complètes? Il me fait 19h, 8h du matin, ouais. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup de chance. Oh la vache! Autant Mais moi je pensais que le mien il était un peu remplan-plan, j'aime bien dormir, mais alors là on est sur un cas. je dis tout le temps que c'est mon business partner parce que en fait, sans ces siestes, je pourrais je Ah ouais. pourrais D'ailleurs pas. on remercie ces moments de sieste. Oui, C'est-à-dire, oui, je sais pas combien de temps elles vont durer, mais en tout cas pour l'instant, je les bah oui, chéris profite! vraiment. 3 Ouais, ouais. heures! Bah c'est grâce à ça. J'y passe aussi les soirées, mais c'est principalement l'après-midi que je travaille mes commandes et que je discute avec mes clients. D'accord, waouh! Bah tu vois, il te C'est traite pas bien Arthur, hein. Ah, il adore dormir. Par contre, les moments d'éveil, Ah oui, il faut 300%. y être. Ouais, non, faut que ça bouge. Tu vois, j'essaie désespérément de le mettre sur du coloriage et des gommettes, mais non. Il en a rien à faire. Non, faut que ça bouge. Mais mets-le à la broderie, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'essaie désespérément de mettre mon mari en associé pour essayer d'aller un peu plus vite, mais bon, je crois que je vais pas arriver à le convaincre par contre. Et est-ce que du coup tu aurais des conseils à offrir? Tu veux devenir entrepreneur? Et ben un peu ce que je te disais de s'entourer, d'essayer d'intégrer un petit peu les réseaux sociaux, de se faire connaître un peu comme ça, demander de l'aide à d'autres entrepreneurs. Moi je sais que
vu que j'y connais rien. J'ai demandé à quelques francophones entrepreneurs aux États-Unis et par exemple en Californie, en leur demandant où est-ce qu'on demande sa license, quand est-ce que enfin voilà, des questions vraiment basiques, mais qui peuvent être un peu difficiles à poser quand on sait pas où. Quoi d'autre? Se comparer un petit peu, enfin regarder ce qui se fait autour. Moi, je me suis beaucoup inspirée de d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi. Alors au début, ça m'a complètement démoralisée parce que je me suis dit mais je suis tellement pas au niveau. Et après, voilà, j'ai pris du recul. Je me suis dit ok, je suis pas eux, mais qu'est-ce que eux proposent, à quel prix, si c'est un produit ou un service. Et puis, ce que je te disais un peu avant, demander l'avis des proches, mais vraiment des proches qui sont divers. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à des hommes, des femmes, des jeunes, j'ai demandé à ma grand-mère, enfin voilà, des gens vraiment très différents. Gros benchmark. Ouais. Mon mec aussi, tu vois, je sais qu'il achèterait pas mes produits, mais par contre, il est ultra critique et c'est ce qui me plaît parce que moi, je suis très perfectionniste. Donc, ça m'est arrivé que des fois, je lui montre un produit et qu'il me dise, mais ça, tu peux pas l'envoyer. Enfin, il y a ce truc qui va pas. Moi, je l'ai même pas vu parce que ça fait 3 heures que j'ai le nez dedans. Donc, être ouvert à la critique, essayer de comprendre pourquoi les gens disent ça, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui leur plaît pas. Et puis je pense être passionné, quelle que soit son idée, ne pas compter ses heures. Enfin, c'est sûr que j'étais sûrement mieux payée à faire mon boulot avant et je passais beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie là-dessus. Mais là, je fais un truc, c'est pour moi et ça me plaît. Mais c'est surtout que ça fait que 6 mois, je veux dire. Ouais, bien sûr. C'est sûr que là, on peut en reparler dans 6 mois, ça serait un flop total. Mais non, justement, je pense l'inverse. Ah oui. C'est-à-dire, là, tu me dis, tu fais pas, tu fais moins par rapport à avant, mais ça fait que 6 mois, quoi. C'est normal que la première année, en général, elle est pas profitable, quoi. Non, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, enfin, il faut être flexible dans son emploi du temps. Enfin, voilà, moi, il y a des fois, il se réveille plus tôt, par exemple. Non, j'étais en train de faire un truc, et ok, je fais une pause et j'y retournerai plus tard, quitte à me coucher plus tard. Faut être flexible. Quand c'est les débuts. Et puis je crois que la dernière chose, c'est d'essayer de trouver de pas oublier certains points importants. On parlait de vie professionnelle et vie familiale. Je sais que pour moi aujourd'hui c'est le plus gros challenge parce que c'est consacrer du temps à mon couple, consacrer du temps à ma famille au sens large avec mon fils, et puis essayer de me trouver des moments pour moi aussi, qui soient, surtout dans cette période de confinement. Nous on vit 24 heures sur 24 depuis 8 mois complètement ensemble. Donc ça va, on s'est pas entretués encore, c'est bon. mais c'est important de faire des pauses et je sais qu'on très régulièrement on en parle parce que finalement être entrepreneur c'est aussi entreprendre toute sa vie personnelle avec et c'est important de faire le point et de voir s'il y a quelque chose qui va pas. Je sais que j'ai beaucoup culpabilisé ces dernières semaines en me disant mais je suis pas une bonne maman parce que je passe mon esprit il est ailleurs quand je suis avec mon fils et après je réfléchis, je prends du recul et je me dis ok, c'est une petite période. Oui. Je prends quelques jours de vacances ou le week-end et puis on redémarre sur une bonne base. Puis tu t'es mis un petit challenge de fin d'année, enfin je veux dire ça va avec. Ça ira mieux en janvier. En plus en janvier, il faudra que tu fasses ta tax return, tout ira. Ne parlons pas de choses qui se passent. En fait, il va falloir que je me fasse une petite formation là-dessus. Hein. Je suis pas au point. Ah, je pourrais t'aider pour le coup. Là, QuickBooks est mon ami. Je te ferai ta compta. Avec plaisir. Et puis je crois que alors là je dis ce conseil mais je me l'applique. La première c'est pas se sous-estimer, pas se dire qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas le faire, qu'il y a mieux que soi. Essayer de croire en soi, c'est pas facile et au pire se dire que de toute façon si on lance quelque chose et que ça intéresse personne, on aura quand même appris des leçons de tout ça. Oui, tu sais, ça me rappelle une cliente que j'avais eue, je lui avais un peu raté son truc et elle m'avait dit, tu sais Cindy, il y a que ceux qui font rien qui n'ont rien à se reprocher. Hein. Exactement. Et j'ai trouvé ça tellement gentil parce que j'étais tellement désolée
Moi, ça m'est arrivé, tu vois, en 6 mois, qui est une toute petite période, de recontacter des clients parce que en fait, j'avais envoyé quelque chose et ça m'a tellement torturée pendant toute la nuit en me disant mais en fait non, je suis pas, c'est pas bien ce que j'ai envoyé. Il y a un truc qui cloche, j'aurais pas dû le faire. Et en fait, de prendre du recul et de demander, de dire est-ce que finalement ce que je vous ai envoyé, en l'occurrence un produit, est-ce que ça va? Enfin, je suis d'accord pour le refaire. Et en fait, des fois, on se rend compte qu'il y a un tel contraste entre ce qu'on pense qu'on a fait, de bien ou mal, hein, parce que ça va dans les deux sens, et ce que la personne en face, le client en l'occurrence, perçoit du truc. Donc voilà, c'est être ok de se remettre en question, mais du coup dans les deux sens. Oui, non, mais écoute, nous, ce qu'on peut te souhaiter, c'est une excellente fin de saison. De vendre beaucoup de ornaments. Je sais plus quel est le mot en français. Plein de sapins à travers le monde. Oui, alors donc du coup tu ships internationally ou juste national? Oui. Depuis le départ, j'envoie à l'international. Après, par rapport à cette période de Noël, malheureusement, il y a aussi des délais d'envoi que là, pour le coup, je peux pas maîtriser. Et pour l'international, les commandes à partir donc de maintenant, là, début décembre, sont pas forcément assurées d'arriver pour le 24. Voilà, c'est la petite contrainte. Pour le coup, là, je peux pas changer les choses. Mais effectivement, tout est envoyable. Attends, je comprends pas. T'as pas investi dans des pigeons voyageurs? Non, pas encore. Non, mais les pigeons, c'est des modés. Hein. C'est les colombes maintenant. C'est le nouveau truc. C'est vrai. Zéro idée. Non, bah écoute, donc du coup, je vais finir pour toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? On te souhaite que Colon 5 soit le succès qu'il mérite. Merci. Et puis, moi, je te souhaite que le confinement en Californie soit fini. Comme ça, on peut se retrouver à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles pour se boire une bière. Ça serait sympa. Bien mérité. On avait prévu de venir dans votre coin, mais bon, c'est râpé pour Noël. Ouais, mais bon, c'est parti et remise. Exactement. Merci en tout cas de m'avoir reçu dans ton podcast. Non, merci à toi pour ton témoignage. Tu vois que tu avais des choses à dire. Ouais, finalement. Syndrome de l'imposteur, retenons ça. On y retourne toujours. Non, merci beaucoup Laura. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!